Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On commence la semaine ensemble et on espère avoir la continuation de Uptober. Et oui, on a eu un mois d'octobre qui est quand même très vert, et même très très vert pour certaines cryptos comme Ape. On va en discuter dans quelques instants, mais c'est quand même très intéressant de voir la relation qu'on a avec Ape et comment ça s'est goupillé, et surtout voir ce qui nous attend cette semaine. Semaine qui est encore une fois importante, la clôture du mois d'octobre permettrait justement d'avoir cette accélération haussière, d'avoir 2 mois verts, d'avoir la validation d'un Uptober qui pourrait être le début réellement d'une phase d'hyper-expansion. On voit tout ça ensemble maintenant, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et oui, Ape a décollé, on commence par ça. Ape qui a fait quand même plus 98% dans la journée, quand même colossal dans la journée de dimanche, et quand on regarde, c'est ce qui a été le plus liquidé, d'accord, énormément de liquidation sur les shorts de Ape, parce que l'ensemble du marché n'a pas bougé, à part quelques meme coins, mais de base, on voit que les liquidations sont sur Ape principalement, ce qui a permis d'accélérer à la hausse. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y en a un qui aurait bien aimé avoir ce type d'accélération, c'est notre ami fondateur de Cardano, la crypto ADA. Oui, en l'occurrence, il déclare que dans un certain nombre de décennies, alors bien sûr certains nombres, donc plusieurs décennies, Cardano dépassera Bitcoin et Ethereum. La majorité des gouvernements dans le monde fonctionneront sur l'infrastructure de ADA. Oui, alors c'est comme d'habitude, je vous ai dit, sur ADA Cardano, il faut faire très attention, il y a une communauté vraiment d'enragés, je pense qu'ils seront présents dans les commentaires pour me faire coucou, mais globalement, on rappelle que ADA Cardano, c'est une blockchain qui est excessivement capitalisée pour très peu d'utilisation et très peu d'intérêt, à part le fait qu'on a en effet un fondateur qui a quand même une visibilité qui est assez forte, parce que pour qu'on en parle régulièrement, c'est qu'il y a une raison, et bien sûr, il prend très souvent la parole pour dire à peu près la même chose. Globalement, Ethereum, ça sert à rien, nous on fait mieux que Bitcoin, blablabla, toujours dans la même dynamique. Dans tous les cas, faites très attention aux prises de parole de ce style-là sur ce type de personnages, et on continue avec, en parlant de personnages, la Banque Centrale Européenne, notre ami la BCE, qui affirme que les anciens holders de Bitcoin exploitent les nouveaux. Donc, dans le nouveau rapport des économistes de la BCE, ils avertissent que la hausse continue du prix du Bitcoin conduirait à un appauvrissement du reste de la société, mettant en danger la cohésion, la stabilité et finalement la démocratie. Alors oui, ils y vont vraiment pas avec le dos de la cuillère, mais bon, en l'occurrence, si c'est la BCE qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Non, je rigole, bien évidemment. Encore une fois, nous sommes dans un déni, le but étant de... C'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est une volonté réelle d'essayer d'écraser justement l'image de Bitcoin et des crypto-monnaies, parce que oui, ça fait peur, parce que oui, en l'occurrence, ça sous-entend que la Banque Centrale Européenne n'aura pas tous les pouvoirs. Et encore une fois, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que selon eux, l'idée originale de Satoshi Nakamoto de faire de Bitcoin un système de paiement mondial a largement effectué. Quand on regarde un petit peu en arrière, oui, alors là-dessus on a forcément un maximaliste qui réagit, c'est obligatoire, ça ne peut pas se passer autrement. Nous avons les montants qui ont transité en 2023 avec Mastercard 9 milliards, Visa 14 milliards et Bitcoin 36 milliards. Donc on est encore une fois dans voilà, une désinformation classique que l'on a autour de ça, et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas de l'appauvrissement du reste de la société, ce n'est pas la mise en danger de cohésion, et que globalement, encore une fois, on n'exploite personne, c'est juste que, tout simplement, à un moment donné, cet actif-là est bien présent, et ça reste un actif qui varie en fonction de l'offre à la demande. Plus il y a de personnes qui le veulent, plus la demande augmente, et donc plus le prix augmente, et il faut comprendre que l'offre diminue, parce que c'est le principe même de Bitcoin, il n'y en aura que 21 millions, et ça diminuera continuellement, parce qu'il y aura toujours des gens qui perdront leurs clés, il y aura toujours des cryptomaniacs qui ne vendront jamais, et petit à petit, en fait, le nombre de Bitcoin disponibles sur le marché n'augmentera pas, et voire même diminuera, surtout quand on voit des ETF, spot Bitcoin, qui ont acheté. Je vous rappelle que la semaine dernière, ça a été quand même vraiment des grosses zones d'achat, 8400 Bitcoin ici, 5500, 6700, nous avons 7000 et après 4000, donc quand même des zones d'achat qui sont très conséquentes, et donc qui fait que, oui, à un moment donné, c'est un actif qui est très demandé. Et encore une fois, on n'est pas dans la stabilité de la démocratie, on est dans la stabilité de la manipulation du prix,
C'est peut-être la petite différence que l'on peut avoir. Encore une fois, on prend des pincettes avec ce type de document ou de dossier venant de ce type d'institution-là. À côté, nous avons Tether, Tether qui est l'émetteur de stablecoin USDT le plus utilisé de très très loin, marque un record, 120 milliards de dollars de market cap qui ont été dépassés. C'est vraiment un record et ça montre bien qu'il y a de l'injection de liquidité qui se fait. Ici, on voit bien 120 milliards de dollars. À côté, on a 25 millions d'euros, hein, donc très très faible. Bon, le reste, on n'en parlera pas. Mais voilà, quand on voit la différence, on voit bien que le dollar est quand même bien présent. Et on rappelle que Tether imprime littéralement de l'argent. Hein. C'est un business qui est excessivement rentable. Beaucoup plus rentable, certainement, qu'une banque classique. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce business est vraiment dans le collimateur de la réglementation, parce qu'il y a un besoin réel de se dire est-ce que oui ou non les banques peuvent pas prendre une partie du gâteau. Ce serait quand même bien sympa. À côté, nous avons BlackRock. BlackRock et son fonds BUIDL classique. BUIDL, je vous rappelle que c'est le fonds tokenisé de BlackRock qui permet aux institutionnels, attention monsieur et madame tout le monde, nous n'avons pas le droit au BUIDL, enfin oui et non, mais non, de base, qui est la tokenisation des bons au trésor américains dans lequel on touche les intérêts de façon journalière directement. Et là-dessus, a priori, ils vont créer ça sous forme de collatéral, de dérivé. Donc globalement, on est en train d'utiliser un actif tokenisé comme collatéral pour construire du dérivé. Ça va être très intéressant de voir comment ça va être effectué et je pense qu'il y aura une grande chance d'avoir une augmentation de la TVL, donc c'est-à-dire de la total value sur BUIDL, donc c'est-à-dire de l'injection de fonds de nombreux investisseurs, surtout c'est validé comme collatéral pour pouvoir faire des dérivés, ça c'est sûr et certain. Dans les autres nouvelles, nous avons Elon Musk qui annonce donner 1 million de dollars par jour à chaque personne, enfin en tout cas par hasard à une personne qui fait partie des événements de Donald Trump jusqu'à ce que les élections se fassent. Élections, on rappelle, le 5 novembre, qui va être un moment, je pense, assez important au niveau de la crypto, au niveau de l'économie, parce que ça va être là où on risque d'avoir réellement un retournement de situation ou pas, mais en tout cas, c'est l'attente qui est au niveau des investisseurs. On rappelle que l'investisseur ne supporte pas une chose, une seule et unique chose, c'est ne pas savoir, l'incertitude, le fait de ne pas pouvoir planifier, le fait de ne pas pouvoir gérer des risques. Et là, forcément, quand on ne sait pas qui va être élu, ça impacte énormément. Et je vous invite vraiment à noter le 5 novembre dans vos calendriers, parce que dans tous les cas, ça pourrait changer beaucoup. À côté, nous avons le S&P 500 qui continue son envolée. On rappelle qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines d'affilée d'accélération haussière, hein. On avait eu un mois de baisse et on avait eu 1, 2, 3, 4, 5 mois de hausse avant, d'accord? Donc globalement, on est sur quasiment une année à 11 mois de hausse et un mois de baisse, avec, oui, un mois un peu compliqué sur le mois d'août, mais ça empêche que ça a été ravalé totalement. Donc on est vraiment sur un marché très haussier, et qui nous rappelle un petit peu ces phases d'hyper-accélération que l'on connaissait après le Covid, donc à partir du moment où on a commencé à allumer l'argent. Donc on pourrait se dire qu'en effet, au moment où l'imprimante à billets va vraiment redémarrer, on va avoir une hyper-accélération. Au niveau du S&P 500, bon, on va pas se cacher que c'est pas un peu pareil au niveau du Nasdaq, hein, ça a beaucoup plus de mal, on reste toujours dans cette partie-là, on a vachement de mal à aller chercher cette zone-là, on pourrait même être dans une distribution de Wyckoff, hein, dans lequel on aurait un BC, AR, ST, SO, UT, d'accord, potentiellement un UTAD quelque part par là, pour ensuite faire un retest ici et aller chercher plus bas. Ça voudrait dire qu'on serait dans une correction en 3 temps, 1, 2, 3, avec une correction qui serait dans ces alentours de 17 200 à surveiller en tout cas rapidement. Je pense qu'on aura la réponse aujourd'hui ou demain, mais ça ira vraiment très vite. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du BTC? Parce que globalement, si on a le Nasdaq qui s'effondre, ça pourrait être une mauvaise nouvelle au niveau de Bitcoin. C'est, oui, une des raisons, mais aussi il faut comparer BTC sur Nasdaq, qui est la représentation de BTC sur le Nasdaq actuellement, la force de Bitcoin par rapport à la force du Nasdaq et de la Tech US. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est quand même toujours dans cette compression-là, on est en train d'arriver dans le top de cette compression. Ce que l'on va attendre, ça va être certainement un retrait, donc ça sous-entend une performance potentiellement de Nasdaq, ou à l'inverse, ici, avoir une accélération et donc une rupture de cette compression par BTC, et donc derrière une surperformance de BTC ou une résilience de BTC par rapport au Nasdaq, et dans lequel on irait chercher des grosses targets, donc ça veut dire avoir une très belle évolution sur BTC, et encore une fois, je pense qu'on aura la réponse cette semaine, ou maximum la semaine
prochaine. Quand on regarde un petit peu plus la clôture de ce mois-ci, que l'on va attendre, c'est pas cette semaine, je suis d'accord avec vous, mais on est en train de la préparer. On est toujours dans cette notion du mois d'octobre, de October, dans lequel je vous ai montré qu'en quelques jours, on pouvait renverser la tendance, et pareil, en quelques jours, on peut inverser la tendance dans l'autre sens, donc c'est pour ça qu'il est impératif de bien surveiller chaque jour de cette semaine. Est-ce qu'on a bien toujours les mêmes fonds qui sont en train de rentrer, notamment au niveau des institutionnels, toujours très important cette partie-là, et globalement, comment ça se déroule au niveau de la clôture. Est-ce qu'on arrive à clôturer au-dessus de la TH? Idéalement, on vise les 70 000, on vise même les 74 000, aller faire un nouvel ATH ici, dans cette zone-là, supérieure, dépasser l'ancienne ATH pour consolider et ensuite accélérer à la hausse, c'est ce que l'on attend. Clairement, en tout cas, on reste bullish quand on voit ça. Ça nous ferait 1 mois, 2 mois de hausse, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 2 mois de hausse de ce style-là. Ça fait globalement depuis mars 2024, donc ça fait relativement longtemps. Et oui, donc du coup, pour moi, on est quand même plutôt positif. Encore faut-il qu'on clôture cette bougie mensuelle. Autre chose à noter dans cette bougie ici, c'est que quand on regarde ce qui est en train de se passer, si on continue à pousser, on aura certainement une des plus grosses bougies qu'on a eues ces derniers mois, ce qui sera vraiment pour moi un signal de rupture aussi. Alors pour l'instant, on va pas se cacher, on n'y est pas encore, même si on voit des chiffres qui sont très positifs, comme par exemple le well ratio. Le well ratio, c'est quoi? C'est-à-dire les montants qui sont retirés des exchanges en Bitcoin. Donc ça sous-entend que les personnes achètent du Bitcoin sur les exchanges et les prennent et les mettent sur, par exemple, leur clé Ledger ou leur clé Tangem. Encore une fois, ça veut dire que eux-mêmes gardent la détention de leurs cryptos et ne souhaitent pas les vendre. Et à chaque fois, ces inflows et ces outflows de crypto et de Bitcoin nous permettent de voir un peu le comportement des whales, et on voit qu'on est dans quelque chose qui ressemble grandement à ce qu'on a connu après le Covid et l'impression monétaire, dans lequel, en effet, beaucoup de personnes ont acheté du BTC et les ont transités avant d'avoir l'hyper-accélération, et on pourrait dire qu'on a un peu la même chose. Bon, est-ce qu'il est trop tôt pour pouvoir le dire? Je vous ai fait une vidéo, je vous invite samedi à la regarder, très important, dans lequel je suis revenu sur ma vision totale du marché, pourquoi je pense qu'on va éclater sous peu, et où est-ce qu'on peut revenir. Clairement, pour moi, on est dans une pattern qui est plutôt intéressante, on arrive à maintenir des niveaux clés comme les 68 000, il va falloir aller chercher clairement ce niveau-là, encore une fois, les 70 000, pour moi, tant que ce n'est pas fait, tant qu'on n'a pas fait ce break of structure, et qu'on a consolidé un peu au-dessus, ce n'est pas joué. Pour moi, il faut vraiment consolider au-dessus, et après, on peut aller chercher un niveau plus bas pour faire un retest, pourquoi pas, et après c'est le grand départ, et il faudra surveiller ces retests-là. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, je serai avec vous tous les matins pour analyser ce qui est en train de se passer. Pour moi, ce qui va être aussi important de voir, ça va être ce qui est en train de se passer au niveau du total 3, c'est-à-dire la totalité des altcoins, sans BTC forcément, et sans Ethereum, et on a quelque chose qui est encore plus bullish. Je vous invite à attendre 18 h aujourd'hui, je vous sors une vidéo sur les altcoins, et je vous explique pourquoi c'est excessivement bullish, mais pour moi c'est vraiment en corrélation. On a bien eu une accélération ici de la dominance de BTC, on l'a bien vu, mais on a ravalé une grosse partie de cette pêche-là, et donc pour moi ça montre que en effet BTC pousse, si on montre bien de cette façon-là, et quand c'est comme ça, généralement, quand on arrive à un point de rupture suffisamment fort, BTC continue à pousser avant d'être ravalé. On voit bien ces mèches en fait de ravalement que l'on connaît, et si on dézoome un petit peu et qu'on regarde les phases d'hyperaccélération, on voit bien que quand on arrive sur des paliers très importants, on a des mèches comme ça, qui ne sont pas forcément symboles d'une baisse de BTC, quoique, mais aussi d'une montée des altcoins, et c'est un petit peu ce que l'on attend ici. Voir une accélération des altcoins pour avoir un cours qui pousse fort, et c'est certainement le positionnement que beaucoup d'entre vous ont. Encore une fois, faites attention bien à la construction de votre portefeuille, parce que comprenez bien que si jamais on a une chute, chose qui arrivera dans les périodes d'accélération, on va avoir des zones de consolidation, bah ça fera mal parce que tout simplement, nous aurons les altcoins qui chuteront encore plus que le BTC. Je vous le rappelle, grandement la volatilité sur les altcoins est bien plus grande à la hausse, mais aussi à la baisse, il faut être bien ancré dans sa stratégie. D'ailleurs, si vous avez un doute, je vous rappelle que vous avez en commentaire en description mon guide d'investissement dans lequel je vous explique les différentes étapes, dans lequel je vous donne des astuces sur la partie psychologique, sur la partie stratégie d'achat, renforcement, stratégie de vente et DeFi. Vous avez un peu tout qui est couvert, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, c'est 40 pages dans lequel je vous pose les bases essentielles à savoir avant que ça commence, bien évidemment, parce que si vous l'apprenez après et vous faites des erreurs que vous auriez pu éviter, je pense que vous vous en voudrez grandement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.